Invité sur ce plateau, l'année 2026 est bandit Sikoyo. Donc, Batusiko a annoncé l'ouverture de l'année. Mais c'est Emmanuel Mouenge. Après une année 2025 où nous avons analysé beaucoup de choses, eh bien, nous voilà en 2026. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Hervé. C'est une joie d'être de notre, quand je dis de notre, c'est toute la communauté des citoyens congolais qui vous suivent de partout dans le monde, que ce soit ici en République démocratique du Congo ou en dehors. J'ai bel et bien fait pratiquement un début d'année. Le mois de janvier, je n'ai pas été là. Je suis là maintenant au mois de février. Et c'est une joie pour moi de retrouver ces beaux plateaux pour discuter une fois de plus de l'actualité. Faut monter les micros. Pour discuter une fois de plus de l'actualité politique. C'est une bonne chose et je salue toute la communauté des téléspectateurs de la chaîne PSTV et plus spécialement de votre tranche matinale. Voilà. L'actualité de l'ère, c'est comme ça nous allons quand même thématiser parce que nous allons balancer beaucoup de petites choses, on va toucher chaque chose. L'actualité de l'ère, s'il faut nous afficher, c'est là. L'actualité oblige, monsieur Emmanuel Mouenge, vous êtes un analyste politique, vous êtes un politologue, assistant à l'Université de Kinshasa. Lorsque vous voyez des transhumances, des personnalités qui, une fois écarté dans une fonction de responsabilité aux côtés du chef de l'État et directement s'adhérer au mouvement rebelle. Comment est-ce que vous analysez ces faits? Je pense que vous faites allusion au cas Claude Dibalanki. Bien évidemment. Qui d'ailleurs nécessite beaucoup de temps d'analyse, mais je vais essayer de résumer un peu. Alors, d'entrée de jeu, je préfère vous dire déjà que ce qu'il a fait n'est pas anodin et ne m'étonne pas moi. L'acte qu'il a posé a un rapport direct avec trois événements. Le premier événement, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Le second événement, c'est l'accord de Washington. Les accords de Washington, notamment le processus des accords économiques entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis. Le troisième événement, c'est l'événement à venir du 4 février, la rencontre de tous les chefs d'État de la sous-région, là-bas aux États-Unis avec le président Donald Trump. Ce qu'il vient de faire a ces trois relais des raisons et je vais les expliquer ici pourquoi je dis cela. Allons-y. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que Corneille Nangaa disait d'antan qu'il y a des M23 dans l'entourage du chef de l'État. Il y a les leurs qui sont dans les institutions et un peu partout. Une façon de prendre les pays en otage dans tout un système où vous contrôlez la thèse et l'antithèse, l'opposition, le pouvoir avec ses tenants et en même temps même la société civile. Et pas étonnant qu'on voit des hommes d'église aujourd'hui poursuivre la logique d'un dialogue. Nous sommes dans ce qu'on appelle la guerre des dialogues, la bataille des dialogues, sachant que c'est le contexte diplomatique qui résout le conflit armé, c'est-à-dire les accords et consorts. Ce qui me remet aux accords d'Addis Abeba. On se dépêche aujourd'hui pour que le Congo reproduise un scénario qui s'éloignerait du scénario pro-américain. Parce qu'il y a deux blocs sur le niveau international qui sont en train de s'affronter maintenant là. Vous avez d'un côté l'Occident, le bloc occidental est fissuré. Vous avez l'Europe et les États-Unis qui se font la guerre d'intérêt des ressources géostratégiques un peu partout dans le monde. Le Groenland en est un exemple. Maintenant, j'y reviens ici dans le contexte de la sous-région. Pourquoi les accords d'Addis Abeba? Claude Dibalanki, qui est-il? C'est les responsables chargés du suivi des accords d'Addis Abeba. Et que représentent les accords d'Addis Abeba? Je ne sais pas si mon micro passe bien. Non, allez-y, ça passe. Oui, ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce que les accords d'Addis Abeba représentent? Je tiens à préciser qu'en 2013, ce sont les accords qui vont conduire à la défaite des M23. Parce que les accords ont réuni les chefs d'État de la sous-région, ce qui confirme le propos que j'ai toujours tenu dans votre plateau en disant que les M23 sont un outil géopolitique. Et le monde me donne raison quand je disais ça ici en disant qu'un problème géopolitique ne peut avoir qu'un contexte géopolitique de sa résolution. D'où le fait d'éloigner la crise sécuritaire d'un problème interne, ce qui cassait les dialogues. Le même M23, pour résoudre son problème, il y aura les assises des accords globaux inclusifs à Addis Abeba, qui vont marquer trois points essentiels. Le premier point, c'est la sécurité. Le deuxième, la paix. Et le troisième, c'est l'intégration économique régionale. Les mêmes trois thèmes qui se rapprochent des assises de Washington, qui ont donné naissance aux accords de Washington entre le Rwanda et les États-Unis, ainsi que la RDC d'ailleurs. Voilà. Cet accord va être un accord
essentiellement économiques. Parce que l'on sait que ce sont les raisons économiques qui motivent la guerre à l'Est. D'où le principe de rechercher la paix et la sécurité par le processus d'Addis Abeba. Ce qui est même étrange, c'est que le M23 qui n'était pas signataire, mais les accords qui ont fait signer 11 États avec les organisations sous-régionales sur le point de la sécurité et surtout de l'économie vont peser pour faire en sorte que quand le M23 va décider 3 ou 4 jours après que ces accords soient signés de revenir à l'attaque, quelques mois après, quelques semaines après, il va avoir une résolution, la résolution 2098, qui va lancer une force, une brigade conjointe des Nations Unies, qui ensemble avec Mamadou Ndala vont les défaire, pour dire que nous avons déjà trouvé les intérêts économiques qui motivent la guerre, donc plus besoin de faire la guerre, le M23 doit être défait. Ce scénario maintenant s'est reproduit aujourd'hui dans quel contexte? Les deux types de dialogues s'affrontent. D'un côté, tous les parrains des accords d'Addis Abeba, qui derrière eux ont des intérêts européens, se retrouvent pour contester ce qui a été fait à Washington. Et qu'est-ce qui a été fait à Washington? On leur a enlevé l'os de la gueule. C'est-à-dire, le contexte économique maintenant de la sous-région qui motive la guerre à l'Est va plus se traiter que dans un contexte sous-régional avec tous ces États qui répondaient aux intérêts européens, mais se traite dans un contexte spécialement américain. Et d'ailleurs, suivez bien la ligne de pensée de ces accords-là. Les accords d'Addis Abeba avaient pour but de gérer le commerce transfrontalier. Vous avez la route transfrontalière, les marchés transfrontaliers de Goma, Bukavu, Bunagana, Kasindi. Et les 3 principaux pays associés étaient le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Mais aujourd'hui, vous avez un contexte beaucoup plus favorable au corridor de l'Obito pour affronter la concurrence chinoise minière ici en Afrique. Vous avez un contexte des accords de Washington qui nécessite d'ailleurs une primauté d'abord aux intérêts américains avant tout autre intérêt. Maintenant, face à cette réalité, le conglomérat de personnes dans la sous-région, et rappelez-vous que Paul Kagame disait encore que quand nous sommes allés signer les accords à Washington, plusieurs chefs d'État m'ont appelé pour me dire pourquoi vous êtes allé le régler là-bas ces dossiers. On aurait pu le régler dans un système de conflit interne ici. À la sous-région comme on a toujours fait. C'est ainsi que ces États, avec la France qui est leur mandataire, plutôt leur financier, leur parrain, et certains pays de l'Union européenne qui se battent contre les intérêts américains, même dans le Groenland, ou même encore au niveau du conflit russo-ukrainien, les ont réunis pour les dire, écoutez, on va devoir utiliser notre dernière carte. Ce sont les acteurs politiques qui ont toujours travaillé avec nous. Et surtout, on doit prendre M. Ibalanki parce que lui, il était chargé du suivi de cet accord qui nous garantissait des intérêts économiques qui aujourd'hui sont substitués aux intérêts des accords de Washington. Et on l'active, on l'amène directement là-bas. Et il prend son expression. Alors, a-t-il été de mèche avec ces gens depuis longtemps? Ou encore, c'est un fait du hasard. Ce que je viens d'expliquer vous démontrera clairement que ce n'est pas un fait du hasard. Et il a toujours été de mèche avec eux parce que M. Claude Ibalanki a milité plusieurs fois pour des mesures de décrispation avec les M23, soi-disant un groupe de faits, mais qui vient imposer des mesures comme la libération de ses membres, notamment certains qui ont été libérés grâce au conseil de M. Claude Ibalanki. Et le président en souffre aujourd'hui. Deuxièmement, vous avez encore cette histoire avec Gilbert Kankonde, l'arrivée des M23. On raconte que c'est même sous son impulsion. Troisièmement, vous avez le contexte même de l'influence sur ce qui va naître après dans les accords de l'EAC. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été d'une influence pour les concessions faites aux pays de la sous-région qui nous agressent. Et il a même été écarté à cause de ses accointances un peu approfondies avec ces pays. C'est comme ça qu'il était mis à l'écart sur le banc de touche. Et donc la frustration lui pousse directement à adhérer. Non, ce n'est pas la frustration. Et d'ailleurs, si vous suivez sa communication, il dit « je n'ai pas encore adhéré ». C'est qu'on sous-entend qu'il y a une intention d'adhérer. Or, moi, par là, j'ai lu le fait de dire que je ne me suis pas encore illustré officiellement comme membre. Il dit qu'il a un cahier de charges qu'il a apporté, des propositions apportées au groupe rebelle. Soyons sérieux. Qu'il a mandaté parce que le conflit se passe entre deux camps. Le camp Rwando, AFC M23 et les camps du gouvernement congolais. Alors, pour apporter des propositions, il faut être mandaté par l'un des deux camps. Il faut être médiateur. Mais dans les conflits, il n'est pas membre de l'AFC M23 et en même temps, il n'est pas mandaté par le pouvoir en place, mais il porte ses propositions au nom de qui? C'est comme ça que je l'ai dit que c'est lui le moteur, la voix des États de la sous-région qui sont parrainés par les Européens pour que le contexte du dialogue se passe dans la réintroduction de tous ceux qui ont été mis à l'écart dans le nouveau contexte
contexte économique qui est favorable à l'Amérique et dans la sous-région qui n'est pas tellement favorable à tous les parties prenantes des accords d'Addis Abeba. En tout cas, pas favorable selon eux. On est dans les actualités de l'ère. Le problème est géopolitique. Voilà, on change des points directement parce que j'aimerais qu'on aille directement avec un point qui peut être aussi un rapprochement. Corneille Nangaa, après que les Rwandais puissent accepter maintenant officiellement de collaborer avec les mouvements rebelles M523, c'est Corneille Nangaa qui fait aussi sa déclaration, qui lui aussi démontre aux yeux de tout le monde qu'il est aussi en de mèche avec même l'Ouganda, qu'il ajoute même dans l'ambiance. Voilà. Alors, je n'avais pas donné le troisième point, les rapports qui existent avec l'événement du 4 février. Ce rapport est simple. Tous les chefs d'État de la sous-région qui vont venir à Washington, aux États-Unis, rencontrer Trump, je crois que ça va se passer à Washington si je ne me trompe pas, avec le président Tshisekedi, ça sera pour que Trump communique la réorganisation de l'ordre sous-régional. Et la primauté sera donnée à la République démocratique du Congo. Donc le chef d'État part à sa propre intronisation. Je ne le dis pas par fanatisme, je ne suis pas membre de l'UDPS. Pour l'instant, je n'aspire même pas à être membre de l'UDPS. Parce que c'est un parti qui est historiquement c'est ce qui est difficile parfois de vous qualifier. Oui, moi je suis un analyste. Je vous donne les faits. Et les faits ne sont plus à l'avantage des États de la sous-région qui favorisaient la guerre à l'est du pays. On leur a enlevé les gâteaux de la mer. Et c'est comme ça que vous verrez même les tensions entre l'Ouganda et les États-Unis exprimées par leur chef d'état-major qui tweet, dont les membres de la commission parlementaire. On va revenir sur cette question. Lui répondre. Maintenant, je réponds pourquoi Nangaa est en train d'avouer. C'est justement parce que plus le temps du conflit avance et que la résolution est incessante, avec les réalités de la redéfinition de l'ordre sous-régional que je viens de dire ici, parce que l'Amérique a commencé à traiter le problème du Congo dans l'exploitation illicite par la guerre, la fameuse guerre des 30 ans, en installant un nouvel ordre sous-régional post-guerre froide. La guerre froide en 89 va terminer et il faudrait faire tomber les régimes dictatoriaux qui ne sont plus favorables à une stabilité en Afrique. Mobutu part, on va installer un contexte d'exploitation de ces ressources à l'Est en installant dans des pays, par exemple, des dirigeants favorables à l'Occident. D'où la logique mono-ethnique de la sous-région du contrôle de la résurgence de l'empire du volcan. Vous aurez un Tutsi au Rwanda qui va détruire un Hutu, un Tutsi qui viendra après au Burundi qui va remplacer deux Hutus, et finalement Museveni qui était le premier à être placé, qui viendra sous la réputation d'être un Tutsi forgé par les réfugiés Tutsis comme Kagame et les autres dans son maquis, qui vont le vendre comme un Tutsi pour allier la cause mono-ethnique à la guerre de l'Ouganda qui va lui placer comme président. Donc comme c'est le système qui a géré la guerre pendant 30 ans et que maintenant on veut changer de système, on doit redéfinir l'ordre sous-régional. L'Ouganda, sachant cela maintenant, vient s'affirmer et se manifester à travers les propos de Nangaa. Et d'un côté, il y a aussi le Rwanda qui se sent acculé, mais l'Ouganda reste en retrait et pourtant c'est lui la source de tous les problèmes qui fait pression à Nangaa pour dire, citer aussi l'Ouganda, parce que dans cette guerre, nous tentons le tout pour le tout. Maintenant, nous devons nous dévoiler au grand jour. Et imposer un rapport de force entre nous et l'Occident qui veut se débarrasser de nous. Dans l'essence, et c'est ça ce qui est en train de se passer. Et je l'avais dit, monsieur Hervé, depuis une année, je passe dans votre plateau, je l'ai dit, que le M23 est un instrument géopolitique. Quand vous avez déjà cette lecture, vous êtes dans le bon, parce qu'on est dans un syllogisme. C'est un instrument géopolitique qui répond à des intérêts géopolitiques. Lorsque ces intérêts ont trouvé une issue favorable, il disparaît. Donc il n'a pas besoin d'un dialogue pour traiter la question sécuritaire ici au niveau interne. J'avais dit ça. Et aujourd'hui, Nangaa me donne raison parce qu'il avoue que l'Ouganda et le Rwanda, alors que c'est une violation explicite de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui interdit aux pays de traiter ou de financer et de supporter des groupes rebelles. Pas traiter, même parce qu'on traite avec eux, mais de financer et de supporter des groupes rebelles. Maintenant, le RDF, l'armée rwandaise, et l'Ouganda ont des intérêts prétendument sécuritaires au Congo. Le Rwanda, c'est pour les FDLR. L'Ouganda, c'est pour les ADF. Ces mêmes pays veulent traiter avec la RDC, mais en même temps traiter avec le groupe rebelle. Mais quelle est cette hypocrisie? Cela se justifie par le fait que Paul Kagame n'a pas d'intérêt dans les accords de paix avec le Congo, puisque sa question de FDLR, il préfère la traiter avec Nangaa. Mêmement avec l'Ouganda, qui préfère d'ailleurs, au-delà de tous les accords de coopération militaire et sécuritaire avec lui, entre le Congo et lui, qui préfère traiter avec Nangaa pour les ADF. Donc il faut révisiter le partenariat avec l'Ouganda et voir comment l'annuler. Parce que cette histoire d'ADF, je peux vous citer un rapport qui atteste que les ADF sont soutenus par le Rwanda et par l'Ouganda. C'est ça. C'est donné par la Chambre de représentants, le Parlement britannique. Le Premier ministre britannique en a même parlé. Donc il faut revoir ça. Voilà. Alors,
Les États-Unis, on peut croire qu'il y a quand même un conflit avec l'Ouganda. Le fils de Museveni, en tant que général de forces armées, a déjà gagné quelle bataille? Ça, c'est déjà une bonne question. Il faut commencer par là. Et deuxièmement, le fils de Kaguta Museveni, c'est le fils de son père. Probablement, les successeurs, il est placé à l'armée, le seul endroit où il peut avoir un putsch. Donc, il faut contrôler le pouvoir au cercle de la famille. C'est donc quelqu'un qui n'a pas une carrière militaire axée sur de victoires, qui n'a pas un leadership auquel lui-même a confiance. Voilà comment il est obligé de vendre une image autoritaire de lui en faisant des tweets, en divaguant, en parlant, alors qu'un militaire, c'est les actions. Alors, lui est dans cette logique d'intimidation pour déjà préparer son autorité dans la sous-région et faire croire aux gens que moi, je suis celui qui défie les grands. Donc, quand mon père partirait et que je viendrai au pouvoir, vous êtes obligé de reconnaître que je suis quelqu'un de très fort et vous devez me respecter. C'est un peu son complexe. Alors, pourquoi l'Ouganda utilise le fils? Pourquoi les réactions du fils de Museveni par ses tweets affrontent directement l'autorité américaine? C'est parce que je viens de vous expliquer ce qui va se passer. Il y aura la redéfinition de l'ordre sous-régional. Et cette fois-ci, la primauté ou le monopole qu'a l'Ouganda, ainsi que le Rwanda, dans la sous-région, va être échangé et écrasé. Et maintenant, face à cela, eux, ils se battent pour leur propre survie. C'est comme ça qu'ils s'opposent aux Américains. Eux, ainsi que leurs partenaires européens. Maintenant, le monde occidental est divisé en deux parties. Vous avez le bloc américain qui se bat pour maintenir son hégémonie en sacrifiant l'Europe, qui est similaire à Jonas dans l'histoire biblique. Il faudrait le sacrifier pour maintenir les bateaux dans la voie. Et l'Europe qui se bat pour sa propre survie en utilisant les alliés de leur ancien système avec les États-Unis, puisque les États-Unis sont dans une logique de renouveau. Et même sur le plan international, vous voyez, Donald Trump vous créer ce qu'on appelle le Conseil de la paix. Il veut exploiter toutes les poches de tensions et de crises derrière lesquelles l'Amérique se trouve pour négocier des issues des résolutions de ces crises-là, et ces issues doivent lui être favorables et renforcer son autorité dans toutes les régions assignées au conflit. Et quand il renforce son autorité, ces régions passent entre ses mains et lui contrôle maintenant la conclusion des conflits et contrôle le contexte de gestion de ces régions. Et ensemble avec ces régions qu'il va contrôler, il va transformer son Conseil de la paix en une forme de gouvernement mondial. Et c'est ça le nouvel ordre mondial. Et je peux vous dire que ce Conseil de la paix, dans 5, dans 10 ans, aura sa propre monnaie, aura sa propre armée pour maintenir la paix négociée par ce Conseil tenu par les États-Unis. Donc, c'est une lutte pour le maintien de l'hégémonie américaine, tout en se débarrassant de ces anciens alliés qui aujourd'hui ont perdu leur ancrage au niveau de l'Afrique et surtout dans la région du Sahel, notamment la France et consorts. Et eux maintenant se battent pour supporter d'autres acteurs et réorienter la conclusion du conflit dans un contexte qui les avantage. C'est ça la lutte qui se répertorie jusqu'ici. Prenons la question, c'est la dernière question aujourd'hui parce que nous avons balayé beaucoup de choses. Prenons la question du dialogue au format selon le président de la République qui d'abord exige que ce dialogue doit se tenir en République démocratique du Congo et par les institutions du pays. Pendant que, bon, vous savez ce qui se passe, les autres ont peur peut-être de venir ici à Kinshasa. Vous pensez que ça sera possible? Le dialogue, je le disais tantôt, ne peut pas répondre à un contexte où nous acceptons d'accueillir des gens qui sont déjà enregistrés dans un autre processus qui résout les questions sécuritaires. Moi, je regarde le conflit du Congo avec un regard géopolitique. Le M23 est une coquille vide qui répond aux intérêts de la sous-région. Ces intérêts de la sous-région sont incarnés par les accords de Washington. Tout le monde a fustigé le fait que le Rwanda soit devenu un partenaire qui a transité des belligérants vers un partenaire fiable reconnu par l'accord. Lui-même, la chance que l'Amérique lui a donnée de sortir par la grande porte, il l'a négligé en revenant à l'attaque, montrant que lui, il est un rebelle, un va en guerre. Alors, quand vous parlez de dialogue, pourquoi dialoguer avec les M23 qui en réalité représentent des intérêts rwandais qui ont déjà trouvé leur issue au niveau occidental par le processus de Washington et même qui étaient en voie d'être résolus par le processus de Doha. Le contexte actuel du M23 répond à la situation du Rwanda au regard des accords que le Rwanda a signés. Et il y a un rapport entre les deux. Ok. Le Rwanda signe des accords économiques.
les M23 disent nous ne sommes pas partie prenante et ils ne signent pas. Mais comment vous expliquez que les accords économiques signés avec le Rwanda peuvent donner des injonctions au Rwanda pour que le Rwanda se retire des zones occupées? Je vous donne le cas de Uvira. Puisque eux, ils ne sont pas partie prenante, puisque eux, il faut dialoguer avec eux en interne, vu que le Rwanda a son problème, les M23 son problème. Mais pourquoi ils obéissent à l'injonction des États-Unis donnée au Rwanda et les Rwandais les instruisent, ils reculent? Donc, papa, moi, na Coco. Mais oui. Donc, la tête du problème répond au corps du problème. Okay. Si le cerveau dit vous bougez la main, vous bougez la main. Donc, tant que le Rwanda est géré par un processus, le problème du M23 est géré par ces processus-là. Et c'est comme ça que vous voyez Africom venir ici, régler le problème de la main qu'il faut amputer, puisque le cerveau, lui, a déjà fait un choix. Et la main ne semble pas vouloir exécuter. Voilà. Donc, vous comprenez par là ce que je veux dire. Donc, le dialogue dans son format ne peut pas répondre aux questions d'une crise sécuritaire, parce que la crise sécuritaire a un mécanisme de sa gestion à l'est, en dehors du pays. Donc, le processus de Washington que vous avez vu et le processus de Doha qui n'est d'ailleurs même pas achevé. Et d'ailleurs qui va résoudre le problème du M23, c'est par la voie militaire. Vous avez vu Africom arriver ici. Okay. Donc, les Américains se portent garant de l'accord qu'ils ont signé et vont résoudre le problème de la branche armée sur terrain. Et je peux vous rassurer qu'ils vont même se retirer et quitter Bukavu Goma, mais ils n'iront pas au Rwanda. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, le dialogue, pour moi, doit être un dialogue de la reconstruction de l'État. Parce que le contexte économique de notre pays a changé. La plus grande négociation que nous avons loupée à partir de 60 était la table ronde économique. Or, cette table ronde économique, d'une certaine manière, va être récupérée après une série des accords d'échecs, notamment les accords d'Addis Abeba, les accords avec le CNDP en 2009 et consorts, va être récupérée par le nouveau système des accords de Washington. Okay. Donc, quand le cadre économique est géré, il faut gérer maintenant le cadre politique de l'État. L'État va être géré comment? En fonction de ces nouveaux accords et des avantages que ça peut nous procurer en termes d'investissement et des relations qu'on peut mettre avec les États-Unis, comment on va gérer l'État. Comment résoudre le problème des causes profondes de la crise. Et ces causes profondes, je les ai citées ici, c'est la crise identitaire artificielle qu'on a créée de toutes pièces sur la question de Banyamulenge. Il faut revoir les contextes de l'acquisition de la nationalité d'origine dans notre loi pour qu'on arrête d'instrumentaliser ces communautés en les faisant croire qu'ils ont des terres ici. Les dialogues doivent porter sur des thèmes comme les changements de la Constitution, par exemple. Et toutes ces choses doivent être débattues dans un contexte d'un dialogue de refondation de l'État. Pas un dialogue avec des rebelles qui viennent profiter encore du même système qui les place au pouvoir. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mouenge. Comprenez qu'il y a encore beaucoup de choses à sortir de cet homme, mais nous allons nous limiter par là. M. Emmanuel Mouenge, merci d'être passé. Et donc, nous ouvrons l'année. Oui. Nous ouvrons l'année donc prochainement. Moi, j'aurais voulu donner un conseil aux jeunes, monsieur. Voilà, un conseil. C'est sur la tendance qu'il y a eu, parce qu'il y a un jeune qui a été arrêté au sujet des accords de Washington entre le Rwanda, la RDC et les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas confondre les choses. L'accord de paix n'a pas une mission de donner tort ou raison. Ces jeunes, si on lui posait la question dans un plateau de télé, les accords de paix reposent sur quelle base juridique internationale? Parce qu'avant qu'un fait comme l'accord de paix prenne naissance, il doit être prévu par le droit international. C'est la Convention de Vienne et la Charte des Nations Unies. Dans ces documents, vous trouverez l'essence même d'un accord de paix. C'est un document qui n'a pas mission de désigner les torts ou raisons. Au contraire, c'est un cadre d'harmonisation pacifique des différends dans le but de trouver une issue pacifique. Au même titre qu'il y a une raison du problème du Rwanda, c'est au même titre qu'il y a une raison du problème du Congo. Je vous donne l'exemple. Le Rwanda et le Congo ont les mêmes accusations. Le Rwanda accuse le Congo de soutenir les FDLR. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir les M23. Les deux défendent l'intégrité et la souveraineté de leurs États, de leurs territoires. Alors on va mettre des mécanismes conjoints pour gérer ces problèmes, notamment le CONOPS, le retrait des mesures défensives, c'est-à-dire les troupes quittent le sol congolais et les mesures frontalières sont baissées. Et ce sont des principes qui engagent les deux parties au respect. Et le non-respect n'entraîne pas le fait que l'accord donne raison à un camp ou à un autre. L'accord pose des principes sans parti pris. Donc il faut connaître le droit international avant de venir faire une critique politique qui dit que non, indirectement, une figure de style veut dire que l'accord a donné raison au Rwanda. Ça, c'est un faux débat. Merci beaucoup. Je crois que ce message est adressé directement à Nathanaël. Il faut aimer la science. Il ne faut pas aimer faire l'opposition par frustration. Tangapé et venez exprimer les frustrations au regard des textes, au regard du fonctionnement du monde et de l'État. C'est ça la bonne critique. Merci beaucoup. Et proposer des solutions à la fin. Ça il a compris parce que c'est à lui qui s'est adressé ce message. C'est un conseil d'amis et de frères. Merci beaucoup. On met l'espoir de nos partenaires et un peu on va recevoir nos derniers invités. On va parler droits de l'homme.